sur le groupe et sur lequel je pense qu'on va apprendre plein de choses. Voilà. Donc, je passe la parole à Lauriane. Eh ben, merci beaucoup. Déjà, merci à tous d'être venus aujourd'hui, surtout sur un sujet sans trop savoir de quoi on va parler. C'est quand même pas mal, donc ça prouve une certaine curiosité. Alors, je vais passer en plein écran. Normalement, on a fait les tests tout à l'heure en partage d'écran. Hop, ça va être celui-là, partager. Et je vais passer en mode diaporama. Et du coup, je vais juste baisser les petites vignettes. Alors, je vais me mettre dans une sorte de bulle parce que je ne vous verrai plus. Donc, j'espère que vous serez toujours là à la fin. Et il y en a à peu près pour 1 heure quand même. Donc, accrochez-vous. Hop, je vais juste ranger ça en bas. Et normalement, là, tout le monde voit l'écran. Hop, je crois pas qu'il y a encore une retardataire. Alors, donc aujourd'hui, on va parler de la médecine narrative. Est-ce que ça pourrait être une piste pour améliorer le bien-être au travail? Donc, je suppose que quand vous êtes inscrits, vous avez tous pensé à la question, mais en fait, c'est quoi la médecine narrative? Donc, je vais essayer d'y répondre aujourd'hui. Alors, ce ne sera pas exhaustif, vous comprendrez vite pourquoi. Et je vous proposerai quelques expériences. Hop, alors, normalement, c'est censé changer de diapo. Qu'est-ce qu'il fait? Peut-être que je clique. Ouais, voilà. Alors, qui suis-je? Très rapidement, mon associé est au courant que j'ai choisi cette photo. C'est pour ça que j'ai choisi cet associé. Je suis donc diplômée de Lyon depuis 2006. Je suis 100% canine et généraliste depuis. Et en 2014, j'ai créé un cabinet veto avec donc, le docteur Toussaint qui est en photo. Et on s'entend vraiment très, très bien parce que là, aujourd'hui, en 2023, on a bien développé la structure et maintenant, on est 5 vétérinaires et 5 ASV et puis on a un remplaçant. Voilà. Donc, je vous avais promis dans le descriptif de la présentation des propositions de livres à lire pour cet été. Je commence avec un qui ne va pas avoir de rapport avec la médecine narrative, mais qui a un rapport avec mon associé puisque c'est son premier livre. Et donc voilà, donc je vous le mettrai dans une bibliographie que j'ai préparée. Pour ceux qui le souhaitent, il faudra juste m'envoyer un mail et puis je vous l'enverrai. Alors pourquoi la médecine narrative? C'est la question que Rose m'a posée la fois où elle m'avait contactée pour faire ce webinaire. Au départ, c'est une intuition, c'est-à-dire que depuis que j'exerce et depuis même, je pense, si je remonte au stage, je trouve que ce qui se passe en consultation, en tout cas en tant que vétérinaire praticien, est vraiment très intéressant. Et ça a été une sorte de révélation l'année dernière, puisque j'avais décidé de enfin souscrire à l'obligation de formation. En tout cas, comme on n'a pas tellement de contrôle, j'avoue que j'étais un peu lâche de ce côté-là. Et je regardais un webinaire mollement dans mon canapé sur la douleur par le docteur Thierry Poite. Et à un moment, il a parlé des métaphores utilisées par les propriétaires pour parler de la douleur. Et il a fait une diapo sur la médecine narrative Rita Sharon en disant que l'un allait avec l'autre. Et hop, il est passé à autre chose. Et du coup, là, ça a été un peu comme dans les films, avec la lumière qui change, les hautbois qui sonnent. Et je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr, il y a un truc à tirer de ce côté-là. Donc, j'ai fait des petites recherches et je me suis inscrite à un diplôme universitaire de médecine narrative à la faculté de médecine de Bordeaux cette année. Alors, je vous ai mis 2 images. La première, c'est un petit mot que j'avais reçu d'une cliente. J'étais tout bébé veto et je m'en rappelle super bien parce que ce n'est pas un mot suite à euthanasie. Donc, parce que ceux-là, on en a moins. Enfin, a priori, je pense que chez vous, c'est pareil. Et où elle m'avait noté, mon fils m'a dit un jour, en sortant de votre cabinet, que vous aimez autant les gens que les animaux. À lui aussi, ça lui a paru comme une évidence. Et en fait, je pense qu'elle a vraiment très bien cerné et qu'en fait, mon choix de faire de la médecine narrative, de me former là-dedans, est en lien avec ça. Ça me correspond. Et je vous ai mis aussi un livre d'Eduardo Berti, qui est un écrivain argentin de mémoire, qui a fait une résidence dans un établissement palliatif dans un hôpital de Rouen, il me semble, ou Caen, je ne sais plus, en Normandie. Et en fait, j'ai tiré une phrase de ce bouquin qui me plaît énormément. Les autres se trompent quand ils assurent qu'un bon soignant doit trouver la distance idéale face aux patients. Ce que nous devons trouver, c'est la présence idéale. Dès que j'ai compris ça, je suis devenue un médecin digne de ce nom. Pour moi, tout est dit.
En fait, vraiment, l'objectif de mon travail et de bien faire mon travail, en fait, c'est surtout d'avoir une présence idéale. Non, voilà. Là, c'est le deuxième petit côté historique. Pourquoi j'ai fait de la médecine narrative? C'est un bouquin de philo. Je vous recommande vraiment cette collection parce qu'ils sont tout petits, très rapides à lire et plutôt faciles, quand même, plutôt accessibles. Donc là, c'est À quel soin se fier? Conversation avec Winnicott de Claire Marin et Frédéric Worms. Claire Marin, elle est assez connue puisqu'elle est très accessible au niveau philosophique. C'est un bouquin qui reprend un discours du docteur Winnicott. Alors, vous devez peut-être connaître parce que c'est un pédopsychiatre qui a été très, très connu dans les années 70-80 pour notamment avoir conceptualisé la notion de mère suffisamment bonne. En tout cas, voilà, c'est un discours. Donc, dans le livre, il doit représenter moins d'une dizaine de pages et ensuite, il est analysé par différentes personnes. Et j'ai trouvé que, enfin, ce livre, je l'ai lu au moins 3-4 fois déjà, et à chaque fois que je le lis, je découvre d'autres choses qui me semblent vraiment tellement pertinentes pour le boulot qu'on fait. Donc, je vous ai mis que 2-3 petites choses, mais il y a énormément plus dans son discours, mais notamment quand il parle de hiérarchie, en fait, entre le patient et le soignant. Donc, lui, c'est un médecin, donc il parle d'un point de vue de médecin, mais on peut se placer d'un point de vue de veto. Alors, en plaçant le patient à la fois animal et à la fois client, du coup, la hiérarchie, en fait, il explique que l'idée est de retrouver un équilibre, une sorte d'égalité entre le patient et le soignant, puisque le patient a besoin du soignant pour aller mieux, et le soignant a besoin du soigné pour exister. Et en fait, déjà ça, je me dis que le rapport qu'on a avec nos clients peut être vu via cette notion. Il parle aussi de quelque chose qui me plaît beaucoup dans son discours de la dépendance et la fiabilité qui est demandée aux soignants. C'est-à-dire que les gens, enfin les patients, quand ils viennent voir leur médecin, ils attendent qu'en face d'eux, il y ait quelqu'un de fiable qui puisse, sur lequel ils puissent s'appuyer. Et je trouve que, en tout cas, ça me parle parce que j'essaye d'être cette personne-là en tant que veto pour les clients et mes patients aussi. Et ensuite, il parle beaucoup de care cure. Donc ça, c'est vraiment aussi un des gros concepts qui a été mis en évidence par Winnicott. Alors le care en anglais, c'est prendre soin, mais en termes, on va dire, je vais faire par élimination. Le cure, c'est prendre soin dans le sens traité. C'est vraiment tout le côté technique de la médecine, technique et voilà de connaissances. Et le care, c'est tout ce qui va autour. Et en fait, dans son idée, c'est qu'il faut trouver un équilibre entre les deux. Et pour moi, c'est ce qu'on doit faire. Et la médecine narrative, pour moi, rejoint cette idée-là. J'ai sorti une phrase du discours donc, de Winnicott qui a été traduit. Alors, le care cure est facile à apprendre et c'est beaucoup plus satisfaisant que d'avoir seulement l'impression qu'on est très calé. J'ai barré dans l'original, il y a pour les personnes appropriées, juste parce que c'est un discours des années 70, on n'est plus dans les années 70, et parce que Winnicott lui considère que si tu n'en es pas capable, voilà, il ne faut pas faire médecine, alors qu'en fait, aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que ça peut s'apprendre, en fait, l'équilibre entre les deux, notamment avec la médecine narrative. Alors, avec tout ça, je vous ai alléché et vous attendez toujours la définition. Donc, la définition, en fait, il n'y en a pas une seule. Il y en a plein parce qu'en fait, selon à qui vous vous adressez, vous allez avoir des définitions différentes. Donc, je vous en ai mis quelques-unes. Je vous ai mis des photos, en fait, des livres desquels je les ai tirés. Donc, la première de toutes de définition, c'est celle de Rita Sharon. Rita Sharon, c'est la papesse de la médecine narrative parce qu'en fait, c'est elle qui a conceptualisé ce terme. Et ça date d'il y a une vingtaine d'années. Elle est médecin, elle a aussi un doctorat en littérature. Et en fait, voilà, elle a travaillé à Columbia là-dessus et elle a mis en place, elle a vraiment conceptualisé la chose. Je vais évidemment vous tout de suite spoiler un petit peu la fin de la présentation. Médecine narrative, il y a absolument dans médecine rien qui soigne. Ça ne soigne personne. En fait, c'est vraiment destiné aux soignants. Je pense dans ce que j'ai lu, elle a choisi ce terme parce qu'elle était médecin. Mais en tout cas, ce n'est pas une discipline médicale. Donc déjà, voilà. Et narratif parce que ça parle, il y a le récit qui est central. Donc, je vais vous donner plusieurs définitions.
Celle de Rita Sharon avec l'accent français, to recognize, absorb, interpret and be moved to action by the illness stories of the others. Alors, j'ai laissé en anglais, pourquoi? Pas pour vous montrer mon superbe accent, c'est surtout parce qu'en fait, elle a été traduite par reconnaître, absorber, interpréter, être ému par les histoires de maladies des patients. Et je trouve que c'est hyper réducteur et qu'il vaut mieux se ramener, surtout en tant que veto, à la définition originale, parce qu'en fait, vous avez l'utilisation du terme others au lieu de patients en français. Et en fait, pour nous, les autres, c'est à la fois nos patients à poil ou à plume, ou à écaille. Et c'est aussi nos clients. Donc, je trouve que la définition originale est quand même plus large et plus intéressante pour nous. Et ensuite, parce qu'ils ont traduit Be Moved to Action par être ému. Alors, c'est vrai qu'étymologiquement, être ému, il y a une histoire de mouvement. Mais en anglais, je trouve qu'il y a vraiment une notion d'action. On y va. Et je trouvais que c'était plus réel. En tout cas, ça me correspondait mieux. La deuxième définition, c'est méthode tirée des sciences humaines et sociales et littérature pour réinvestir la relation soignant-soigné dans une perspective sensible et critique. Donc là, c'est une universitaire, Isabelle Calichon, qui l'a faite. Et la dernière que je trouvais assez claire, c'est la médecine narrative postule qu'une construction de récit est au cœur de toute relation médecin-malade. Elle s'appuie sur les théories du récit pour proposer, plus que des techniques, une attitude de présence au patient et à soi-même. Donc vraiment, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il y a une notion de récit qui est centrale. En fait, ce qui intéresse dans la médecine narrative, c'est d'écouter les histoires. Et en fait, d'écouter vraiment et de les étudier, c'est pas juste de l'écoute active. Là, je vais vous donner ma définition visuelle, en fait, de la médecine narrative. La médecine narrative, pour moi, c'est vraiment une étiquette qui a été posée. Alors, on peut discuter chaque terme puisqu'ils ne sont pas idéaux, puisqu'ils sont un peu réducteurs pour l'un, un peu pas forcément très parlants pour l'autre. Et en fait, vous mettez dans cette étiquette énormément de choses. Vous faites le retour des humanités, en fait, qui existent en santé. Donc, là-dedans, vous allez mettre des sciences humaines. Alors, j'ai mis des grands S parce que les sciences humaines, ce n'est pas que la sociologie, de la philosophie, c'est aussi de l'urbanisme, c'est aussi d'éthique, c'est aussi vraiment des choses qui nous paraissent pas forcément en lien, mais qui vraiment concernent la société, l'étude des humains. Vous avez aussi tout un pan de littérature et d'art, c'est-à-dire tout ce que vous allez avoir comme élément pour apprendre à lire des textes, apprendre à analyser des images. Ça, c'est la littérature qui vous les apporte. Donc, on est bien d'accord que tout ça, ça existe sans la médecine narrative. Vous pouvez parfaitement aller vous intéresser, faire une licence de philo, un truc, quelque chose en littérature, vous intéresser à l'urbanisme sans avoir besoin de faire la médecine narrative. L'idée, c'est que la médecine narrative, c'est transdisciplinaire, c'est-à-dire que dans le paquet, on va mettre ce qui nous intéresse par rapport au but qu'on recherche. C'est pour ça que vous allez avoir autant de projets de médecine narrative que de contextes. Des projets qui vont s'adresser surtout à des étudiants en médecine, par exemple, des étudiants en kiné, vous n'allez pas proposer la même chose, des étudiants en veto, sait-on jamais un jour. Donc voilà, il y a ces côtés-là. Et j'ai mis aussi une étiquette, toutes les disciplines que j'appelle pas de côté, qui vont être par exemple la méditation pleine conscience, qui vont être par exemple, alors dans notre cas, si vous vous intéressez au pistage des animaux sauvages, en fait, rien que de faire ça, ça peut vous apporter des compétences pour pouvoir pratiquer la médecine narrative. Donc ça, voilà, c'est non spécifique, mais ça rentre dedans. Et quelque chose qui est spécifique et vraiment conceptualisé par Rita Sharon, ce sont les ateliers de médecine narrative. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus loin pour développer qu'est-ce qu'un atelier de médecine narrative. À quoi ça sert tout ça, en fait? Une fois que vous avez vraiment développé plein de compétences dans plein de domaines, l'objectif, c'est de développer vos capacités d'attention, de développer vos capacités de représentation, c'est-à-dire que quand on vous fait un récit, que dans votre tête, vous ayez les images, vous ayez les concepts sur lesquels vous appuyez, et vous aider à avoir, on appelle ça l'affiliation, donc c'est une sorte d'empathie, mais vous verrez plus loin, je vous expliquerai pourquoi l'empathie, je prends un peu des pincettes en utilisant ce terme. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans la médecine narrative, c'est vraiment ce qui est au cœur de la médecine narrative, je l'ai dit sur la diapo précédente, c'était le récit, mais c'est aussi l'expérience, c'est-à-dire l'expérience du patient. Donc nous, en veto, on pourrait quand même réfléchir à l'expérience du patient animal et aussi l'expérience du client.
mais en plus l'expérience du professionnel en face, puisque en fait, un professionnel qui vit une super expérience est un professionnel qui travaille bien. Pourquoi s'y intéresser? Alors, il y a plein de raisons de s'y intéresser. Normalement, je vous ai déjà donné quelques raisons de s'y intéresser. Déjà, le premier, c'est l'importance du facteur humain dans l'efficacité thérapeutique. Je vais vous citer une étude alors, qui date un peu de l'OMS, elle date de 2003, qui était sur le diabète. Alors, typiquement, le diabète, c'est une maladie qu'on connaît très bien, qu'on sait soigner, qu'on sait prévenir. Et pourtant, en 2003, en tout cas, on avait à peine 30% des diabétiques qui contrôlaient leur glycémie. Ils ont fait une étude pour savoir pourquoi, quel facteur était rentré dedans. Donc, le premier facteur, on est bien d'accord, il y a le facteur socio-économique. Mais le deuxième facteur, avant tous les autres que vous pourriez imaginer, c'est la relation avec l'équipe soignante. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. En veto, évidemment, donc si on regarde plus près, il y a des thèses de médecins, il y en a une de 2016 qui, pareil, remontre que si il y a une bonne relation entre le médecin généraliste et ses patients, eh bien, l'observance est meilleure sur les traitements pour les maladies chroniques. En veto, on a évidemment déjà tous observé et étudié. Il y a déjà eu plein d'articles sur la dermatite atopique, sur l'épilepsie, sur les maladies cardiaques, où en fait, vraiment, il faut qu'on travaille le relationnel si on veut espérer une bonne observance. Sachant qu'en plus, là, c'est une maladie qui ne concerne pas la personne avec laquelle on est vraiment en relation. Donc, c'est d'autant plus compliqué. L'objectif de la médecine narrative, c'est donc d'établir quand même une relation médecin-malade qui est basée sur l'attention dans l'écoute du patient. Alors, j'ai barré empathie, c'était ce qui était utilisé il y a 20 ans par Rita Sharon. Aujourd'hui, elle parle plutôt d'attention. Pourquoi? Parce que l'empathie, c'est une qualité. Donc, c'est une qualité humaine. Donc, on pourrait dire, il y a ceux qui l'ont, ceux qui l'ont pas. C'est un petit peu ce que disait Winnicott dans les années 70. Le fait de considérer qu'on parle plutôt de capacité d'attention, une capacité, ça s'acquiert en fait. On peut apprendre à être attentif. Alors, il y en a pour qui ce sera plus long, plus difficile que d'autres, mais tout peut s'apprendre. Pardon. Pourquoi s'y intéresser? Pardon. Pourquoi s'y intéresser aussi? Alors, je vous la fais courte parce que vous savez tous, si vous êtes tous adhérents à Veto Entraide, vous le savez qu'on est une profession qui est recordman de suicide. On a toutes les questions de burn-out vétérinaire. Vous allez sur les forums, tous les forums veto. Enfin, alors après, moi, je suis une vieille, donc je suis sur Facebook. Mais quand on lit les posts des étudiants pendant leurs études, juste après, plus l'étude là, qui est sortie il n'y a pas longtemps, on a un gros problème quand même au niveau de la formation et au niveau du métier, en tout cas de l'exercice. Et parce qu'en fait, on a un nombre incalculable ou presque de questions éthiques et morales dans notre métier. On en a plus en fait que chez les médecins. Parce qu'en fait, notamment, en particulier, puisque nous, on peut euthanasier nos patients, alors que eux, pour l'instant, ne peuvent pas, et en tout cas, c'est pas encore fait. Et on a énormément d'enjeux parce qu'on a plein de casquettes différentes. On n'est pas que soignant de l'animal, on est aussi en relation avec un client. On est aussi en relation avec, on a aussi une casquette de vétérinaire sanitaire. Donc, il y a aussi des questionnements qu'on peut avoir sur des situations où c'est la santé publique, en fait, pour lequel on est en conflit de loyauté avec l'animal et avec le client. Donc, la confrontation avec la mort, j'en ai parlé. Je vous ai mis un article qui est vraiment un de mes chouchous lus cette année. Alors, il sera dans la biblio que je vous fais passer. Il n'est pas accessible sans payer, sauf si, je pense, vous passez par un groupe Facebook. Donc, je vous ai mis la manière de le récupérer. Par un groupe Facebook et en fait contacter directement le docteur Brosnahan puisque j'avais pu avoir accès au préprint. Et donc, c'est une vétérinaire américaine qui travaille vraiment sur la médecine narrative. Là-bas, c'est quand même, voilà, ça fait 20 ans chez les humains. Les vétos, ils commencent à s'y intéresser aussi, plus que chez nous, en tout cas pour l'instant. Et elle a vraiment étudié tous les enjeux qu'il y a et l'intérêt qu'il y aurait à remettre les humanités dans le cursus vétérinaire. Alors, les bénéfices de la médecine narrative, en fait, il y en a plein. Ouais, je suis en train de regarder, mais tu peux revenir. J'ai cru que c'était une question, mais non. Donc, les bénéfices de la médecine narrative, il y en a plein. Donc, je vous mets juste une étude. J'adore les études rétrospectives parce que ça évite de lire beaucoup d'articles.
Donc là, je vous en ai trouvé une qui date de 2020 et qui a regardé sur 2019 tous les programmes, toutes les citations médecine narrative, alors en anglais, qui ont été trouvées dans la littérature scientifique. Et ils ont quand même trouvé 1569 citations. Donc, j'ai trouvé ça rigolo de le mettre là parce qu'en fait, en France, en tout cas, à part quand vous avez vu le webinaire, normalement, vous n'avez jamais entendu parler. Mais en fait, si, ils en parlent beaucoup partout. Et en fait, dans cette étude, ils ont étudié 55 programmes de médecine narrative qui ont été mis en place. Donc, vous vous rappelez ce que je vous ai dit, hein, étiquette médecine narrative. Après, dedans, on met un petit peu ce qu'on veut. Mais on fait quelque chose de transdisciplinaire. Et dans ces 5 autres programmes, quand on regarde, il y a 88% de satisfaits et très satisfaits. Ce que j'ai bien aimé aussi dans cet article, c'est la conclusion, parce qu'ils disent qu'en fait, les 88%, là, ils trouvent que ça améliore l'établissement des relations, ça améliore l'empathie, ça améliore la prise de perspective et la réflexion, ça améliore la résilience et la détection ou l'atténuation de l'épuisement professionnel, ça améliore la confiance, l'accomplissement personnel et ça améliore la compétence narrative et la recherche éthique. N'en jetez plus, il faut vraiment qu'on s'y mette. Alors, du coup, comment on s'y met dans la médecine narrative? Il y a plusieurs manières de s'y intéresser. Donc, il y a en formation, parce que voilà, vous allez regarder des bouquins, vous allez peut-être récupérer des références et bouquiner. Je vais vous donner quelques pistes aussi de formation en présentiel. Vous avez ce que vous pouvez faire tout seul. Là, en consultation cet après-midi, peut-être même, je vais vous proposer des exercices à tenter et des choses que vous pouvez faire à plusieurs, notamment les fameux ateliers dont je vais vous parler. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la médecine narrative, c'est vraiment une démarche personnelle. C'est pas quelque chose, vous pourrez pas le rentabiliser. Donc, c'est pas la peine de faire un business plan à vos employeurs éventuellement ou à vos collègues, à vos associés pour dire, bah voilà, je voudrais vous former là-dedans. Ça va rien apporter du tout. C'est plus pour votre bien-être personnel. Mais en fait, il y a vraiment un bénéfice secondaire à mon avis, pour les patients et pour les clients. Donc, patients, je mets les animaux et patients, sinon au niveau médical. Donc, n'hésitez pas à aller là-dedans. Il y a quand même aussi une notion en médecine narrative de travail de groupe. Donc, faire quelque chose tout seul dans son coin, ça ne sera jamais aussi, à mon avis, aussi utile et enrichissant que si vous trouvez le moyen de faire des choses, peut-être dans votre coin et aussi avec d'autres. Alors, les formations, je vous parle celles que j'ai trouvées. Donc, évidemment, j'ai mis un gros cœur sur le diplôme universitaire de médecine narrative de Bordeaux, qui vraiment, je me suis régalée. C'est vraiment fait pour les gens qui travaillent, puisque c'est 2 jours par mois seulement. Alors après, il y a du boulot à côté, mais voilà, en présentiel, c'est 2 jours par mois. Et en plus, ils ont organisé une forme mixte. C'est-à-dire qu'il y a une fois en présentiel, une fois en distanciel. Donc, c'est quand même relativement facile à organiser, quel que soit l'endroit où vous habitez en France. Et le fait d'être avec des personnes extrêmement variées, en fait, de sortir du milieu veto. Là, donc cette année, j'étais avec donc un médecin généraliste, j'avais 2 pédiatres, dont une en néonatologie. Donc, on a vachement discuté ensemble parce que veto, quelque part, veto canin, on tire un peu vers la pédiatrie quand même, dans plein de moments. Il y avait un pédopsychiatre, il y avait aussi donc une prof d'histoire de la médecine en fac de médecine. Il y avait 2 art-thérapeutes, il y avait 2 patients experts, dont une qui a fait les beaux-arts, qui a une licence de philo et qui est galeriste, et un autre qui travaille pour le SAMU social de Paris. Qui est-ce qu'il y avait une psychologue. Bon, bref, c'était très varié et rien que ça, les échanges qu'on a eus quand on fait les ateliers de médecine narrative, il y a eu des questions posées où en fait je rentrais, je me disais ah ouais, j'avais pas vu ça sous cet angle. Enfin, je vous conseille vraiment de trouver une formation qui vous convienne pour en profiter. Je vous ai noté, il y a un MOOC Humanité et Santé, donc là c'est gratuit, c'est en ligne et il y a quelques lives. Il est ouvert depuis 1 mois, il me semble. Il va être ouvert jusqu'à septembre. Donc il est gratuit, c'est un fun MOOC, il faut simplement taper le lien et ça peut déjà vous donner un petit peu des bases et des éléments de cours sur des sciences humaines qu'on n'a pas du tout dans nos pratiques quotidiennes et ni dans notre formation a priori.
Et je vous ai noté aussi un diplôme interuniversitaire qui se passe à Clermont-Ferrand, qui est Relations médecin-soignant-patient, consciente et inconsciente pour le titre. Parce qu'il m'a, voilà, il m'a attiré l'œil. Par contre, il a l'air un peu plus complexe et plus long que, en tout cas, celui de Bordeaux. Parce que là, c'est sur 10 mois de mémoire et il me semble qu'il y a un écrit en plus du mémoire à rendre. En formation aussi, évidemment, on pense tout de suite à un programme de formation initiale ou continue. Alors, ça fait partie de mes projets parce qu'en fait, je crois qu'il n'y a rien ou pas grand-chose. J'ai essayé de récupérer les programmes d'enseignement des écoles vétérinaires. Il n'y en a aucune qui m'a répondu. Alors, j'ai du mal tourner ma question ou pas m'adresser à la bonne personne. Et en tout cas, je sais qu'il y a des expérimentations, en tout cas, puisqu'à Lyon, il y a une philosophe qui intervient auprès des élèves. Je ne sais, j'ai pas bien compris si elle était en optionnel ou dans vraiment le cursus commun à tous. Je sais qu'il y a des jeux de rôle qui sont proposés à Nantes, à Paris, qui pourraient rentrer dans un programme de médecine narrative. Pour Toulouse, je ne sais pas trop. J'ai essayé de savoir un peu auprès des étudiants, mais j'ai pas eu l'info. Donc, en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien de vraiment très formalisé. Et à ma connaissance, il n'y a rien dans le cursus vraiment des étudiants. A priori, pour l'instant, le cursus veto est extrêmement tourné vers, pour le coup, le cure, c'est-à-dire de l'apprentissage des thérapeutiques et de comment traiter les maladies et pas forcément les sciences humaines qui vont avec. Alors, comment pratiquer le plusieurs? Je vous en ai parlé depuis tout à l'heure, c'est les ateliers. Alors, qu'est-ce que sont les ateliers de médecine narrative? En fait, ça se passe en groupe parce qu'il faut une certaine diversité de points de vue. Idéalement, pas forcément les mêmes profils, mais ça peut se faire parce qu'en fait, on est quand même tous différents. Même si vous mettez 20 vétos dans une pièce, il y a de grandes chances qu'il y ait 20 personnes différentes. Et l'encadrement de ces ateliers est bicéphale. Normalement, il faut quelqu'un qui vient du soin et quelqu'un qui vient plutôt alors, de la littérature au sens large, des sciences humaines au sens large, ça marche aussi. L'idée est ensuite d'avoir une lecture attentive d'une œuvre littéraire ou autre. Ça peut être une photo, un extrait de film, une peinture. Évidemment, on choisit un texte ou une image qui est résistante, enfin, où il y a quelque chose derrière ou qui peut amener un questionnement éthique, moral, ou un sujet de société qu'on veut aborder qui est intéressant dans l'approche du soin, puisque des gens qu'on peut rencontrer. Donc, on choisit, voilà, c'est pas au hasard non plus. La lecture attentive, ça consiste vraiment à étudier le texte, alors au sens très littéraire. Je parle pour un texte, pour vous donner un exemple, donc, où on va chercher les métaphores, on va chercher les champs lexicaux, on va chercher qui parle, on va chercher le temps utilisé, voilà, vraiment des choses très, très littéraires, ce qu'on faisait un peu en première. Mais aussi, c'est un moment où, quand on étudie le texte, on peut amener, dire, ah ben tiens, là, il parle de ça, ça me fait penser à un tel qui a dit que, ou tiens, ça me fait penser je sais que dans tel hôpital où je suis passée, on avait fait telle mise en œuvre par rapport à cette problématique. L'idée, c'est vraiment de faire du partage d'expérience, mais attention, ce n'est pas une lecture thérapeutique. C'est-à-dire, on n'est pas là pour dire oh là là, moi j'ai eu la situation, ça avait été horrible, et d'ailleurs j'en pleure encore. Enfin voilà. Parce qu'en fait, on n'est pas là pour parler de soi, c'est vraiment, on se concentre sur le texte ou l'œuvre qu'on étudie. Rita Sharon, elle insiste énormément là-dessus. Elle dit, on n'est pas, en tant qu'elle, quand elle fait ses ateliers, elle n'est pas psychologue. Donc, on n'est pas là pour soigner les soignants, en fait. C'est vraiment pour leur donner des outils. Je vous expliquerai quels sont les buts de ces exercices juste dans la diapo d'après. Donc, une fois qu'on a fait ce travail de lecture attentive, on passe à des exercices d'écriture, donc soit créative, soit réflexive. En fait, à partir du texte, on va prendre une amorce, ceux qui organisent vont prendre une amorce, proposer une amorce, et là, on doit écrire quelque chose. Donc, en général, c'est assez court, c'est entre 1 et 10 minutes de travail d'écriture. Et ensuite, on va lire les textes produits par le groupe. Alors, c'est sur la base du volontariat, mais en général, comme les règles sont énoncées très clairement au début, de confidentialité, de non-jugement, normalement, tout le monde accepte de lire son texte. On ne paraphrase pas son texte, on ne dit pas « oui, j'ai pas eu le temps de finir » ou « j'ai pas… ah, mais c'est un peu nul ce que j'ai écrit », on ne dit rien du tout, on lit notre texte. Et éventuellement, après, les autres vont faire une sorte de lecture attentive, alors très accélérée. On ne juge absolument pas le fond, on parle que de la forme. On va dire, par exemple, ah, c'est marrant, tu as pris le contre-pied du texte,
ah bah toi, tu as utilisé les mêmes métaphores, tu as repris, voilà, c'est vraiment que sur la forme. Donc, j'insiste sur le cadre précis, je vous en ai un peu parlé. C'est pas un groupe de discussion thérapeutique du tout. C'est vraiment, on pose le cadre, on va étudier un texte ou une œuvre ensemble, faire un travail d'écriture créative ou réflexive, et ensuite, l'atelier s'arrête. À quoi ça sert en fait ces ateliers? Ces ateliers, c'est vraiment un entraînement. Donc, c'est un entraînement à plein de choses. Ça vous entraîne à être tolérant et à écouter les autres. Parce que, alors, je vous ai mis un petit article, mais bon, on le sait déjà, hein, que travailler en groupe, ça oblige à écouter. En fait, ça améliore les capacités de tolérance et d'écoute. Ça vous entraîne aussi votre imagination et votre créativité. C'est indispensable dans nos métiers. Alors, peut-être que vous en doutez, mais en fait, on a besoin d'imagination en permanence. On a tous eu besoin d'être très créatifs pour faire des pansements sur des zones improbables, pour imaginer un schéma pathologique et trouver le diagnostic sur des maladies qui étaient tout sauf comme dans les livres. Il manquait la grosse case à cocher. Donc, vraiment, le fait de faire ces exercices d'écriture créative, en fait, même si ça n'a aucun rapport avec notre métier, ça nous entraîne quand même notre imagination. Je vous ai mis un podcast qui est super avec Sama Karaki. En fait, c'est une neuroscientifique qui s'appelle Votre cerveau, la créativité. Et elle en parlera beaucoup mieux que moi, de l'utilité d'entraîner cette créativité. Et je vous ai mis aussi une image d'un livre qui s'appelle La consultation de Jean-Christophe Weber, alors lui, il est un petit peu plus difficile parce que c'est vraiment très philosophique. Donc, il faut le lire, si vous avez mon niveau en philo, il faut le lire quand même peut-être plusieurs fois ou tranquillement. Mais en tout cas, il est passionnant parce qu'il explique vraiment que être médecin, là en l'occurrence, mais je pense que ça s'applique aussi pour nous, je le prends aussi pour nous, c'est à la fois avoir des pratiques, des connaissances techniques, mais c'est aussi un art. Et un art, ça s'entraîne avec la créativité, l'imagination, parce qu'en fait, vous aurez beau avoir appris par cœur tous les bouquins de médecine et de chirurgie vétérinaire, c'est pas ça qui fera de vous un bon veto, en fait. Donc voilà, ce livre-là est vraiment bien. Et évidemment, l'entraînement de ces ateliers, c'est d'utiliser des outils littéraires. C'est-à-dire après, vous avez des automatismes. Vous allez automatiquement chercher les métaphores, chercher les sujets, chercher le contexte. Et ça sert à quoi? Ça sert en fait à ce que vous allez faire dans votre travail d'écoute en consultation. Donc c'est pareil, ça n'a si vous voulez, tous ces textes n'ont pas forcément un rapport avec votre pratique. On peut étudier un texte. Je sais qu'avec mes collègues, j'aurais proposé un atelier avec un texte du Petit Prince, en fait. Donc là, comme ça, on se dit, quel est le rapport avec Veto? J'avais choisi un passage là où le renard parle du temps d'apprivoisement. Donc, pour ceux qui connaissent le Petit Prince, le renard explique au Petit Prince qu'il faut apprivoiser, il faut prendre le temps d'apprivoiser. Et en fait, l'idée de cet atelier, ça a été dans les objectifs que je voulais faire émerger, et qui ont émergé puisque le texte est consistant, quoi. C'est que la notion de temps, de laisser le temps au niveau de la consultation, ça nous a permis de discuter aussi du temps d'apprivoisement des clients, d'apprivoisement des chiens et des chats qu'on côtoie, enfin voilà, de vraiment discuter là-dessus. Donc, ça m'amène à comment pratiquer seul en consultation, en fait. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, je vais vous parler de la consultation qu'on nous apprend, qui est systématisée et qui est celle qui est la plus facile et qui est un peu ancrée dans nos pratiques. Donc, cette espèce de schéma-là, je l'ai tiré du livre La médecine narrative, une révolution pédagogique, mais je vous en ai déjà parlé au début. Donc là, actuellement, normalement, si vous réfléchissez un petit peu à comment vous visualisez votre déroulé de consultation, vous commencez par un interrogatoire. Vous avez vu sur le planning boiterie, donc la personne rentre et vous allez lui dire, du coup, donc je vois que vous venez parce qu'il boite, est-ce que vous pouvez en dire plus, est-ce qu'elle patte, etc. Vous allez dérouler votre questionnaire pour ensuite, avec votre examen physique, contrôler vos hypothèses éventuelles ou affiner un petit peu ce que le propriétaire vous a dit, faire votre diagnostic et ensuite, vous allez faire votre traitement avec une prise en charge qui peut être médicamenteuse, avec hygiénique, enfin voilà.
L'intérêt de faire comme ça, de cette systématisation qu'on nous a vraiment appris et qu'on a comme une routine, c'est qu'en fait, ça nous aide à la décision. On a des tableaux d'arbres décisionnels. Alors, je suis très visuelle, donc je dois faire plein de gestes, mais parce que je les visualise. Donc, pour les auditifs, je ne sais pas comment ils procèdent, mais moi, je visualise vraiment mes hypothèses, je les hiérarchise. On a aussi toutes les recommandations. En fait, en gros, on prend notre catalogue d'evidence-based medicine et en fait, on essaie de caler, hop, on coche les cases et puis on regarde quelles cases sont cochées. L'intérêt de procéder comme ça, c'est une rapidité en fait. On travaille rapidement, on arrive en général, très très souvent, assez rapidement au diagnostic. Le gros souci de cette méthode, c'est qu'en fait, alors il y en a même deux pour moi, c'est qu'on a une diminution d'observance, on en a parlé au début, puisque en fait, visiblement, c'est la manière dont les médecins font, dont nous on fait aussi, et visiblement l'observance, on pourrait faire mieux. Et le deuxième gros écueil pour moi que j'ai pas noté et que j'aurais dû, c'est la frustration, parce qu'en fait, on a une frustration possible du vétérinaire, je vais parler du veto, parce que vous avez en face un client soit qui comprend pas ce que vous faites, soit qui n'est pas content, donc ça crée de l'insatisfaction, soit qui ne fait pas ce que vous lui dites de faire, ça crée de l'insatisfaction. Et vous avez aussi une grosse frustration de la part du client, puisqu'en fait, quand vous procédez comme ça, il n'est que pourvoyeur d'informations. En fait, il est là pour répondre à vos questions et faire ce que vous lui demandez de faire. Et en tout cas, alors déjà, même du temps de Winnicott, il prouvait qu'il fallait se mettre au même niveau que le patient quand on était soignant. Mais là, en plus, de nos jours, en 2023, avec quand même une très forte individualisation de la société, les gens, ils ne veulent plus, ou très peu, veulent ce rapport descendant de la connaissance. Alors, comment on fait ? Eh bien, du coup, je vous propose une autre manière de consulter. Alors ça, je vous l'ai remis, la consultation, parce qu'il en parle aussi. Je vais vous parler d'une étude que j'ai mis en bas à droite, The Effect of Physician Behavior on the Collection of Data. Elle date de 1984, donc elle est super méga vieille, mais je pense que si on la faisait aujourd'hui, on aurait des résultats pires que ce qu'ils ont obtenu en 84. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés enregistrer des consultations de médecins généralistes et ils ont regardé au bout de combien de temps le médecin interrompait son patient pour poser une question. Pas forcément de manière malveillante, ça peut être juste, et du coup, c'était quand, ça a commencé quand, voilà. Et en fait, les conclusions sont que les médecins interrompent leurs patients au bout de 18 secondes en moyenne, ce qui est quand même très peu. Donc après, ils ont fait un autre exercice qui est de demander au médecin de ne pas interrompre pour voir combien de temps les gens parlaient, puisque ce qui était opposé à cette étude, c'était oui, mais on n'a pas le temps, en fait. On n'a pas le temps de les laisser parler. Et bien en fait, si on laisse parler les gens, en moyenne, la très grande majorité des gens mettent moins d'une minute pour exposer le motif de consultation. Et le pire qu'ils ont, c'est 160 secondes. Donc moi, je me suis amusée à le faire. Donc je vous invite aussi à le faire sur une journée. Vous prendrez votre chrono et vous faites déjà comme d'habitude. Donc par exemple, cet après-midi, quand vous allez reprendre vos consultations, vous allez faire comme d'habitude. Vous allez juste avoir un chrono, alors votre téléphone ou un chrono, et vous allez les laisser rentrer et leur demander qu'est-ce qui les amène. Vous appuyez sur le chrono et vous appuyez sur le chrono la première fois que vous leur parlez, que vous recommencez, vous dites... et du coup, ça a commencé quand, par exemple? Pour vous rendre compte déjà, au bout de combien de temps vous les interrompez, parce qu'on a tous l'impression, mais non, mais je les écoute, mais en fait, non, on ne les écoute pas. Vraiment pas, on les écoute. Et après, dans les jours qui viennent, vous pourrez essayer de faire l'exercice de les laisser parler et de regarder combien de temps ça prend. J'ai testé, donc le plus court que j'ai, c'est une consultation vaccinale, c'était 15 secondes, c'était avec un monsieur, donc souvent les messieurs parlent beaucoup moins. Et j'ai eu beau, dans les 15 secondes, j'ai quand même fait des hochements de tête et des haussements de yeux pour dire allez-y, je vous écoute, n'hésitez pas, mais non, vraiment, tout allait bien. Et le plus long que j'ai eu, c'était 3 minutes 10, mais j'avais 2 propriétaires avec l'animal, donc on le sait tous, en avoir 2 en même temps, on a 2 versions. Donc, mais en tout cas, j'ai jamais eu plus long. Donc l'idée, en fait, ce serait d'essayer de commencer par écouter.
Alors, là, ça va rejoindre un petit peu, s'il y en a qui le font, les grandes théories de l'écoute active. Mais là où vous faites de la médecine narrative, c'est que plus vous ferez des ateliers, plus vous aurez connaissance de concepts, vous êtes assis sur des notions de philosophie, d'histoire, de sociologie, et bien en fait, votre écoute, elle va être différente. Ce ne sera pas que de l'écoute active, en fait. Donc là, ce que vous allez faire, c'est écouter le récit, c'est-à-dire que l'idée n'est pas d'arriver en disant « alors du coup, j'ai vu qu'il boitait, racontez-moi ». C'est plutôt de dire « dites-moi ce qui vous amène ». Donc on est plein à faire ça déjà, hein, à pas se contenter du motif. Là, je parle surtout pour éventuellement les jeunes vétos qui nous regardent et qui, on l'a tous fait, qui font déjà quasi toute la consultation au brouillon, juste avec le motif de consultation noté par la SV, et qui se retrouvent un petit peu dépourvus dans certains cas, puisque des fois, c'est complètement à côté de la plaque par rapport à ce qu'ils avaient imaginé. Donc, c'est juste de les faire entrer, leur demander pourquoi ils viennent, et de vraiment écouter, et de ne pas les interrompre. Donc ça, normalement, Rita Sharon, elle le fait même sans écrire, elle écrit après. Moi, j'avoue que pour l'instant, j'y arrive pas. J'écris en même temps, mais j'arrive à peu près. En fait, j'ai l'écran qui est collé sur le côté. Donc là, niveau ergonomie du poste de travail, c'est une catastrophe. Mais j'ai l'écran sur le côté et j'écris en même temps et j'arrive à peu près à vraiment à garder un contact visuel, à hocher la tête pour encourager les gens à poursuivre. Et seulement après, on fait comme d'habitude, examen clinique. Alors, on précise avec notre interrogatoire les questions, les précisions dont on a besoin, par exemple, ou des questions qui n'ont pas été abordées pendant le récit. Mais vous verrez, si vous faites ça, en fait, la plupart du temps, moi, je dis bien, je suis très visuelle, j'ai l'impression qu'il m'amène sur un plateau et que j'ai les mots qui sont en surbrillance, en fait, quand il me parle. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'aurais jamais pensé à demander en faisant un interrogatoire directement, et eux qui m'amènent sur un plateau. Et en fait, du coup, je trouve beaucoup plus rapidement le diagnostic. Étonnamment, le temps que je perds, entre guillemets, à les écouter, je le gagne parce que j'ai vraiment l'impression d'être plus efficace. Et après, vous déroulez tout pareil. Ce que j'y vois, moi, comme bénéfice, c'est quand même une augmentation d'efficacité. Je trouve qu'on a une augmentation de l'observance. Alors là, c'est purement subjectif. Je n'ai pas d'études à vous proposer là-dessus. Mais le fait que les gens se sentent considérés comme un partenaire, en fait. Donc, c'est l'histoire de l'alliance thérapeutique, hein, tout simplement. Hein. Mais de vraiment qu'on les a écoutés, qu'on a été attentifs à ce qui est important pour eux, qu'on a essayé de se représenter leur monde à eux. Donc là, c'est plus avec des concepts philo. C'est à ça que c'est utile de faire un peu dans le fourre-tout médecine narrative, de faire un peu des matières de sciences humaines. Et ben en fait, ils sont vraiment ouverts à la discussion et ouverts au traitement que vous allez pouvoir leur proposer. Alors, c'est un petit peu caricatural, mais honnêtement, pour m'être intéressée à une période au marketing, je trouve que là, je suis 100 fois plus efficace qu'en réfléchissant aux techniques de vente qu'on a pu m'apprendre. Et évidemment, vous avez un bien-être professionnel, puisque, en fait, là, quand je lis sur les réseaux sociaux, j'ai une clientèle comme tout le monde, hein, enfin, on est 5 vétos, donc on est 3 à travailler tous les jours, donc j'ai pas l'impression elle est ni plus ni moins bien qu'ailleurs. Et pourtant, quand je lis sur les réseaux sociaux le nombre de posts de personnes avec des clients difficiles, des clients qui sont jugés stupides, en fait, je me dis mais où ils sont, enfin, parce que évidemment dans notre clientèle on en a des pénibles, enfin en tout cas des clients qui demandent plus d'efforts, peut-être, de travail sur soi. Mais j'ai pas l'impression qu'on en ait plus. Et en tout cas, avec eux, ça se passe bien. On arrive à ce que ça se passe bien. Donc, le bien-être professionnel, pour moi, il vient de là. Et je pense que c'est simplement le fait que ces personnes-là, qu'elles se sentent écoutées et pas face à un mur qui est obtus, comme on peut des fois l'être, hein, en tant que véto, en mode je suis le sachant et toi, tu fais pas ce que je te demande. Et ben en fait, ça fluidifie vraiment les relations et ça limite énormément les difficultés en clientèle. Comment pratiquer seul aussi? Alors, il y a tout un travail qu'on a vu par exemple dans les ateliers d'écriture. J'ai mis un grand S parce qu'il y a plein de choses. Rita Sharon, elle fait faire des dossiers parallèles aux médecins. Donc là, c'est vraiment dans un contexte américain.
puisque dans ce que j'ai compris, les médecins américains, il y a tellement un gros risque de judiciarisation qu'en fait, c'est quasi leur dossier, c'est des cases à cocher, des textes à trous, enfin, il n'y a pas une virgule, il n'y a pas de place à la fantaisie. Pour nous, en tout cas en tant que veto, je trouve que c'est moins problématique puisqu'on a tous dans nos logiciels, on va tous noter, viennent de déménager, le mari, enfin voilà, si vous avez quelqu'un qui dit ah bah je peux pas parce que là mon mari se fait opérer du dos, enfin souvent on va le noter pour y penser, pour prendre des nouvelles, parce qu'en général on aime bien nos clients, donc voilà, ça nous permet d'y penser la fois suivante. Donc le dossier parallèle, je le mets un peu entre parenthèses, on n'est pas trop concerné. Ensuite, il y a un exercice d'écriture réflexive qu'elle propose à ses étudiants, donc toujours Rita Sharon. Alors l'idée, qu'est-ce que c'est? Alors l'écriture réflexive, c'est vrai que je vous en ai pas parlé tout à l'heure. Là, l'idée, c'est d'écrire sur une consultation, sur votre vécu de cette consultation, d'essayer de prendre un pas de recul en fait et de regarder la situation, de la d'écrire les émotions qui vous ont traversées, enfin voilà, de réfléchir un petit peu sur un cas. Donc, ce qu'elle propose à ses étudiants, c'est quand ils sont en stage, de choisir une consultation, d'écrire comment ils ont vécu cette consultation. Et ensuite, toujours avec cette idée de travail de groupe, avec les autres étudiants, et celui qui a écrit est présent, ils vont lire ce compte-rendu de consultation, ils vont l'analyser avec les techniques qu'on a vues en atelier, vraiment littérairement, et aussi d'un point de vue, voilà, s'il y a des notions qui se dégagent, des choses, parce qu'en fait, ça va aider la personne qui l'a rédigé des fois à voir, à dire, ah mais oui, c'est vrai qu'en fait, dans cette situation-là, j'étais particulièrement, soit on met en évidence des émotions, soit on met en évidence plein de choses en fait. Donc, ça apporte toujours à la pratique de celui qui a écrit ça. Alors, quand on est très, très bon, on arrive, quand on a un peu de recul sur soi-même ou qu'on a une expérience de travail sur soi, on peut, en écrivant, en se relisant, en fait, se dire, ah bah tiens, là, en fait, à chaque fois, c'est sur ces consultations-là que j'ai des choses à dire, j'ai des choses à noter. Donc, il ne faut pas hésiter à se lancer là-dessus. Alors, c'est pas forcément quotidien, parce qu'en fait, c'est comme tous les exercices, il faut se trouver, créer une habitude, ça prend du temps. Ça prend pas que 3 semaines, ça c'est une légende. Ça peut aller beaucoup plus vite comme beaucoup plus longtemps. Mais vous pouvez déjà essayer d'avoir un cahier, un carnet, quelque chose. Il y a quand même une notion d'écriture manuelle. C'est pas vraiment à l'ordinateur. Après, si vraiment vous n'appréciez vraiment pas du tout l'écriture manuelle, vous pouvez écrire à l'ordi. Mais en général, c'est plutôt quelque chose de spontané, de non réfléchi qu'il faut faire. Et donc, voilà, vous pouvez vous mettre un carnet quelque part et puis sur une consulte, vous dire, tiens, je vais noter, mais ça peut être une phrase, vous n'êtes pas obligé non plus de faire une tartine, ça peut être juste quelques phrases ou un ressenti de votre consultation. J'ai un bijou d'écriture réflexive à vous proposer, donc je l'aurais mis dans la bibliographie. Donc c'est le docteur Vincent Desbarax, je l'ai reproduit avec son autorisation. Il a fait un texte là qu'il a publié il n'y a pas longtemps sur le groupe Soyons plus que Veto et ASV. Et qui s'intitule La balade en école, et je le trouve parfait, en fait, en exemple. Alors, lui, on sent, enfin, il y a du niveau parce qu'en fait, c'est un plaisir à lire. J'insiste vraiment, quand vous faites de l'écriture réflexive, c'est pour vous, en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir un style, il n'y a pas besoin de relire 15 fois votre phrase, de chercher dans le dictionnaire des synonymes, enfin voilà. Mais en tout cas, lui, il a une facilité d'écriture. Je lui ai demandé, il écrit vraiment spontanément et il dit qu'en fait, les textes sur lesquels il a le plus de retours, ce sont ceux qui ne travaillent pas ou très peu. Donc vraiment, celui-là, il m'a dit que ça faisait partie de ceux qu'il n'avait pas trop travaillé. Et vous pourrez le lire, je le trouve parfait parce qu'en fait, c'est un modèle d'écriture réflexive au sens où ça soulève des questions. Alors pour moi, j'y ai vu qu'est-ce que la valeur de la vie animale, qu'est-ce que le bon travail, qu'est-ce que faire du bon travail, pourquoi une différence entre une euthanasie d'un animal de compagnie et un animal de rente. Voilà, il y a plein de questions qui se soulèvent et on se dit, ah mais il y a plein de trucs à réfléchir et plein de fils à tirer. Donc, je vous l'ai mis, hein, si vous n'allez pas sur Facebook, je vous l'ai mis dans la bibliothèque. Un autre exercice éventuellement que vous pouvez faire, alors là, c'est un exercice d'écriture créative. C'est le récit en 55 mots. Je l'ai sorti du livre de Narrative Medicine in Veterinary Practice du Dr Karen Fine, que je salue parce qu'elle m'a dit que, comme elle a fait du français à l'école, elle va essayer de regarder le replay. Donc, je la salue.
Elle est la seule à avoir écrit un bouquin sur la médecine narrative vétérinaire. Donc voilà, il a le mérite d'exister. Évidemment, c'est un livre où je l'ai beaucoup aimé. J'ai voulu le traduire, j'ai contacté l'éditeur, j'ai contacté l'auteur. Mais bon, c'est compliqué en fait. C'est plus compliqué que ce que j'imaginais. Euh, En fait, alors c'est sûr qu'il est très américain. C'est un contexte américain, donc elle est américaine. Donc il y a plein de choses qui ne sont pas applicables en France, mais il y a quand même beaucoup d'idées, de choses à apprendre qui rentrent dans le fourre-tout de médecine narrative. Où vous pourrez dire oui, mais ça c'est juste des techniques de travail en groupe, ou certes, mais en fait, si on considère vraiment que c'est une étiquette et que dedans on met plein de choses euh, qui sont utiles pour toujours travailler cette histoire d'attention, d'affiliation, de représentation. Voilà, vous pouvez prendre plein d'idées dedans. Par contre, il n'est pas traduit en français. Donc ça, elle a mis un récit en 55 mots. Donc c'est un exercice qu'elle a pris. Alors, il faut juste que je retrouve son nom pour que je vous le donne quand même. C'est le docteur Marcia. Non, elle n'est pas docteur, pardon. C'est Marcia Childress. Donc elle dirige le Centre d'humanité en santé et éthique à l'Université de Virginie, donc aux États-Unis. Et la règle unique, c'est de faire un texte en 55 mots. Donc c'est vraiment juste un exercice d'écriture créative. Pourquoi? Pour travailler votre créativité. En fait, on s'en fout, vous parlez de ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de parler de votre métier. Le sujet n'a pas d'importance, la forme n'a pas d'importance, les phrases, c'est juste, on veut qu'il y ait 55 mots et pas un de plus. Et un dernier exercice d'écriture pour vraiment prendre cette habitude d'écrire, c'est ce que j'ai appelé, alors là, c'est moi qui ai appelé ça comme ça, une écriture de décharge émotionnelle. Pour vous donner un exemple, j'ai une de nos ASV qui nous a confié pleurer dans sa voiture suite aux journées avec euthanasie, parce que ça la touche énormément. Alors, c'est une jeune ASV. On est bien d'accord qu'avec 5 vétos, vous imaginez bien que des euthanasies, c'est minimum une par jour. Donc, je me suis dit qu'on ne pouvait pas la laisser comme ça. Et je lui ai je lui ai donné en fait un petit carnet tout joli. Et je lui ai dit, bah, tu notes dedans ce qui te passe par la tête pour un petit peu te décharger en fait. Pour que tu pleures pas dans la voiture, juste écris tes émotions, ce qui t'a traversé à ce moment-là ou ce jour-là. Et en fait, elle s'astreint vraiment à l'exercice. Donc, elle m'a montré quelques pages, je vous en ai mis une, mais bon, peu importe en fait ce qu'elle écrit. Et elle le fait et elle nous a dit que ça lui servait et qu'elle avait l'impression d'aller mieux, en tout cas de mieux supporter les euthanasies. Alors, peut-être qu'il y a l'expérience aussi, mais peut-être sûrement que ça l'aide. Certainement qu'il faudrait aussi probablement analyser avec elle ce qu'elle écrit. Mais là, moi, je ne suis pas psychologue, je ne vais pas m'engager là-dessus. Juste le fait de me dire qu'elle a un endroit où elle peut un peu se décharger, qui ne soit pas auprès de son conjoint, ou en tout cas pas trop, et pas à pleurer toute seule dans la voiture, au moins c'est utile. C'est une super idée, ça. Pour les ressources, alors je vous ai mis, j'ai acheté un nom de domaine, mnvet.fr. Alors pour l'instant, vraiment, je mets en construction, c'est simplement 4 pages. Et en fait, j'ai essayé de ranger déjà là, cette année tous les bouquins. Alors j'écoute énormément de podcasts. Donc, tous les podcasts qui m'ont intéressée et qui m'ont semblé être en lien de près ou de loin avec la médecine narrative, dans le sens où c'est vrai que j'aime beaucoup quand même la philo, ça m'a bien intéressée. J'aime beaucoup la sociologie, j'aime beaucoup les sciences de l'éducation. Donc, voilà, il y a plein de choses, peut-être plus de choses là-dedans que des choses sur l'architecture et l'urbanisme, même si ça m'intéresse aussi. Mais voilà, je vous invite à aller regarder et à surtout être très indulgent parce que c'est vraiment, c'est un espèce de catalogue. Hein, donc, piochez ce que vous voulez. Mais j'ai mis aussi les liens vers les formations, les liens directs vers les formations que j'ai citées tout à l'heure. Donc, comme ça, vous pourrez directement aller sur la page. Alors, les écueils de la médecine narrative qui sont à éviter dans la pratique, évidemment, c'est l'écoute du patient propriétaire. Alors, nos patients, ça va, ils ne débordent pas trop, mais les propriétaires qui sont à cadrer, parce que je pense que peut-être vous êtes tous dit, quand j'ai dit, l'idée, ce serait de les écouter, de les laisser parler, vous êtes dit, ouais, mais alors, en fait, moi, je vais partir avec madame, voilà, elle va me raconter sa 3e coloscopie et son mari ici et ses enfants-là. En fait, vous pouvez parfaitement cadrer en disant d'entrée, dites-moi ce qui vous amène avec votre loulou.
voilà, vous pouvez parfaitement poser un cadre en fait bienveillant pour recentrer les personnes en laissant un petit peu quand même la place aux confidences. Alors ça, c'est vraiment purement subjectif et c'est moi, j'adore ça moi. Donc en fait, j'adore quand ils me racontent leur vie et je trouve pas que ça dépasse tant que ça. Donc en fait, le fait qu'ils te racontent leur vie, il suffit simplement de se discipliner soi, c'est-à-dire de pas relancer, de pas évidemment partager sa propre expérience en long, large, en travers du sujet qu'ils ont abordé, mais le fait d'écouter un petit peu quand même leur vie personnelle, ça vous permet aussi de les cerner et je trouve de faire encore mieux ce travail d'affiliation en fait, parce que même le plus pénible des clients, que vraiment quand vous voyez son nom sur le planning, c'est horrible. Et quand il vient et que bah, ce jour-là, en fait, il va vous parler qu'il était dans son jardin, et bah, là, bam, vous vous dites, ah ouais, mais moi aussi, bah, c'est un jardin potager, et en fait, et bah, ça vous fait un point commun avec lui, et ben quelque part, il va être moins pénible, en fait, dans votre ressenti, parce qu'en fait, vous avez trouvé un point d'accroche ensemble, et probablement que lui va être moins abrupt à prendre, parce que vous aurez trouvé un point commun ensemble. Donc, il faut un petit peu leur laisser la place de raconter un petit peu leur vie personnelle quand même. Le deuxième écueil, évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai bien insisté, les ateliers de médecine narrative ne sont pas des groupes de parole thérapeutiques. Donc, on n'est vraiment pas là pour raconter ses difficultés professionnelles. C'est presque plutôt une bulle d'autres choses à faire, mais qui va nous servir dans notre pratique, en fait, et probablement améliorer notre bien-être. Dans les ateliers, alors là, vous le trouverez sur le site MNVET, il y a la clinique philosophique du soin, qui est mis en place à Paris, donc c'est à l'hôpital, je pense que c'est à Paris Descartes, mais à vérifier, peu importe. C'est un petit peu la forme de ces cours, sont un petit peu comme la forme des ateliers de médecine narrative, sauf que c'est philosophique. Donc vous avez pendant ces ateliers une présentation de 30 minutes d'une question d'un problème professionnel. Donc moi j'avais participé à un atelier, l'intitulé c'était la réification professionnelle. Alors déjà il a fallu chercher réification dans le dictionnaire, pardon, je n'avais pas le vocabulaire, mais en gros ça veut dire quand on chosifie les personnes, les travailleurs. Donc il y a 30 minutes où la prof elle donne vraiment des bases philosophiques sur qu'est-ce que c'est exactement ça. Et après on étudie des textes, un peu ce que je vous disais, hein, vraiment de manière littéraire. Et on en discute. Et voilà, donc il y a ce groupe-là qui peut être intéressant si vous voulez avoir un petit aperçu des ateliers. Parce que pour l'instant, les ateliers, j'en cherche. Alors, il y a plein de choses qui sont faites en fac de médecine et pour les médecins. Mais c'est un peu compliqué. Enfin, vous le voyez déjà dans notre quotidien, c'est extrêmement cloisonné. Donc, pour essayer, il faut vraiment que vous cherchiez vous-même les informations, que vous contactiez, pour essayer de trouver un endroit où vous pourriez vous insérer. Et il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites dans la formation initiale. Donc, c'est un petit peu difficile d'intégrer des professionnels. Alors, un veto, je ne sais pas trop, je n'ai pas essayé au niveau médecin. En tout cas, dans la région où je suis, j'ai déjà contacté les facs de médecine et pour l'instant, il n'y en a pas en tout cas. Il n'y en a pas qui sont mis en place. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et pour les ateliers de philosophie, les ateliers c'est la clinique, je crois que ça s'appelle la clinique philosophique du burn-out. Là, pour l'année prochaine, en fait, ils vont publier, parce que ça fait déjà 2 ans qu'ils font l'expérimentation, donc ils vont publier les textes. Donc cette année, il n'y aura rien là à partir de septembre, mais ils vont reprendre en septembre 2024. Donc vous pouvez juste garder ça dans un coin de votre tête et vous inscrire. On peut s'inscrire à juste un atelier, comme on peut aller à tous. Il y a pas on ne se présente pas, en fait, qui veut vient, et on ne sait pas qui est là parce qu'il est en burn-out et qui est là juste par intérêt. Donc, j'arrive à la conclusion, j'espère que vous êtes toujours là. La médecine narrative, est-ce que c'est une piste pour améliorer le bien-être au travail? J'espère qu'arrivé à cette diapo, vous serez d'accord quand je mets « oui » en majuscule, parce que pour moi, en tout cas, ça répond… Alors, j'ai mis « innovation ». Soyons honnêtes, ça fait plus de 20 ans que c'est aux États-Unis, ça fait 10 ans que ça a traversé l'Atlantique, alors aux États-Unis et tous les pays anglophones. Ça fait 10 ans que ça a réussi à passer la barrière de l'Atlantique et que c'est dans les facs de médecine françaises et il y a énormément de cursus où c'est même dans la formation initiale.
Donc, c'est plus vraiment une innovation à ce stade, mais on va dire qu'en vétérinaire, ça pourrait être une innovation et qui répond à un besoin, puisqu'on sait tous qu'il y a quand même un mal-être vétérinaire et c'est tellement dommage parce qu'on fait un métier tellement cool. Je trouve, moi, que ça renforce l'identité professionnelle. En fait, après m'être intéressée à tout ça et avoir fait la formation, je pense que j'arrive mieux par rapport à mon syndrome de l'imposteur à dire qu'en fait, je suis une soignante et que je suis très contente de l'être. Et ensuite, on a évidemment la question du développement de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle va remplacer le care si elle ne le fait pas déjà, c'est-à-dire, pas le care, pardon, le cure, je fais un contresens. L'intelligence artificielle va remplacer le cure, hein, c'est-à-dire que toutes vos connaissances, toutes celles de techniques, de thérapeutique, tout ça, il n'y aura plus qu'à demander et vous aurez toute la liste, vous n'aurez plus besoin d'encombrer votre mémoire pour ça. Mais par contre, l'intelligence artificielle, elle ne remplacera jamais les compétences humaines, votre côté art de la médecine, en fait. Donc, c'est ça qu'il faut quand même préserver et travailler. Je vous ai mis d'ailleurs en image là, un podcast que j'ai vraiment bien aimé. C'est ChatGPT dans le texte. C'est en fait c'est une émission qui s'appelle Le Code à changer. C'est sur les innovations technologiques. Donc, on se dit aucun rapport avec la médecine, hein, mais typiquement, voilà, pour moi, ça rentre dans la médecine narrative parce qu'en fait, c'est un chercheur en littérature avec lequel le journaliste discute et étudie cette question de ChatGPT. Et c'est très intéressant de découvrir comment fonctionne ChatGPT et comment, en fait, il nous remplacera jamais. Et pour terminer, évidemment, là, ça fait déjà, normalement, j'ai tenu 1 heure parce qu'on avait commencé un petit peu. Donc là, ça devrait être bon. Moi, si ça vous tente, je vous proposerais bien un jour, si vous êtes disponible, un épisode 2 pour faire un atelier parce que la médecine narrative, c'est quand même plutôt une expérience que des connaissances. Même si vous vous asseyez sur des concepts, vous vous appuyez sur des connaissances. C'est sûr que si vous avez des références, voilà, en fait, je trouve que c'est toujours plus facile les choses dont vous avez l'intuition, se dire qu'en fait, il y a des gens qui en ont parlé, qui ont déjà étudié dessus et qui ont déjà écrit plein de choses et vous dites, ah ouais, en fait, c'est plus enrichissant. Mais on pourrait organiser un atelier. Donc, ce que je vous ai dit, je choisirais un texte ou une image ou quelque chose et on l'étudierait ensemble pour que vous vous rendiez compte un petit peu ce que ça peut donner concrètement. Voilà, j'ai fait le tour. Merci beaucoup de votre attention. Je vais réduire, on verra si vous êtes toujours là. Et je vous ai mis mon adresse mail si vous voulez m'envoyer